français du Canada qui est avec nous aujourd'hui. On en a deux même, on a un professeur de gestion qu'on entendra tout à l'heure, mais on a surtout Michael Kouzigou qui donc travaille pour Moment Factory, qui se présente comme un studio de divertissement multimédia. Et je le salue, Michael. Bonjour Michael, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien, David, bonjour. Vous avez un bon retour, ça veut dire que je peux vous poser des questions et vous pouvez y répondre. Sans problème. Ça me rassure. Michael, je voudrais que vous nous disiez, vous avez pu écouter et entendre ce qui se passait au début de la retransmission et de la table ronde. Michael, je voudrais que vous nous disiez ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que Moment Factory ? On voit tous à peu près ce que vous avez fait aux ateliers Lumière et on a en tête ces expositions qui ont bénéficié d'une couverture médiatique incroyable parce qu'elles étaient sans doute un des premiers chocs pour un certain nombre de visiteurs parisiens avec ces technologies. Mais qu'est-ce que vous faites au Canada et qu'est-ce que c'est que Moment Factory ? Alors écoutez, moi je suis producteur chez Moment Factory. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit retour, c'est pour ça. Donc je suis producteur chez Moment Factory. Moment Factory, c'est un studio de création numérique donc basé à Montréal qui existe depuis 20 ans, qui a été fondé en 2001 par Sachin Bessette et Dominique Audet. Alors Moment Factory, c'est une histoire un peu drôle parce que c'est la rencontre entre Sachin et Dominique qui évoluait plutôt dans le domaine des soirées électro et du VJing, donc de la création d'images lors de soirées électro. Ils ont commencé par monter un petit studio de production pour ces images lors de ces soirées-là. Et puis c'est surtout la rencontre avec d'autres professionnels, d'autres entreprises, notamment le Cirque du Soleil, qui va véritablement faire naître Moment Factory. Et le Cirque du Soleil va demander, notamment plusieurs fois à Moment Factory, de les accompagner dans la production visuelle, scénographique de différents spectacles. Donc Moment Factory a vraiment connu une explosion grâce à cette rencontre aussi avec le Cirque du Soleil et d'autres professionnels du domaine du divertissement. Michael, quelques exemples de super productions dont vous êtes l'auteur ou le responsable avec Moment Factory. Alors, Moment Factory, effectivement, c'est un studio qui travaille sur le monde entier, en fait. Même si le bureau principal est à Montréal, on a un bureau à Paris, on a un bureau à Tokyo, un bureau à Singapour. Donc, le spectre d'intervention de Moment Factory est très large. On va par exemple intervenir dans des aéroports, sur des lieux publics, où on va essayer de créer des contenus immersifs numériques qui vont interpeller le public sur la place publique. On va aussi intervenir dans des parcs à thème. On va créer des contenus pour des parcs à thème. On va aussi intervenir sur des tournées d'artistes dans le cadre de shows, de concerts. On a travaillé avec Muse, Arctic Monkeys, Madonna. On a fait il y a quelques années la mi-temps du Super Bowl, donc de très grosses productions comme ça événementielles. Et puis on va intervenir dans d'autres secteurs, notamment plus culturels, on va dire dans des musées. On va travailler sur de la muséographie, de la scénographie. Et puis depuis quelques années, Moment Factory a développé ce qu'on appelle formats, donc ses propres concepts créatifs, numériques et artistiques. Et donc on a ces fameux parcours de lumière qu'on appelle Lumina, des parcours lumineux en pleine nature qui permettent aux gens de découvrir un espace naturel d'une manière artistique, donc en mélangeant art numérique et espace naturel. On a aussi d'autres formats comme les Aura, celui de Notre-Dame, de la basilique Notre-Dame de Montréal est un vrai succès. Donc c'est un spectacle qui va magnifier l'architecture de la cathédrale. Donc c'est un vidéomapping, on va dire, mais intérieur, avec tout un spectacle. Alors, j'avais envoyé une petite vidéo, je ne sais pas si on pourra la lire, mais qui présente justement le concept de Aura et comment les équipes travaillent derrière ce type de concept. Donc en fait, Moment Factory est à même aujourd'hui de créer des formats sur mesure, de pouvoir les implanter dans le monde entier. On a participé il n'y a pas très longtemps en plein lockdown, notamment en Australie, à un festival numérique à Adélaïde, où on a envoyé des équipes, on a travaillé avec des locaux,
qui ont pu faire la jonction entre les équipes de Montréal et l'Australie. Et on a pu participer à ce festival à Adélaïde, un festival numérique. Donc voilà, on peut développer des équipes dans le monde entier. C'est vraiment, je dirais, la force de Moment Factory. Qu'on a reçue de chez vous. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à ce que vous avez en tête, mais est-ce que vous voulez qu'on prenne un risque, c'est-à-dire qu'on en diffuse une? Si c'est la vidéo d'une autre société, si ça ne correspond pas du tout à ce à quoi vous pensiez, si c'est une vidéo de vacances de quelqu'un ou si c'est même une sextape, vous nous pardonnerez? On va essayer. Je vous pardonnerai. La régie me dit, on ne sait pas, il nous parle d'une seule vidéo, nous on en a deux. Alors si la régie m'entend, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque et à lancer une des deux vidéos qui arrivent de Moment Factory? On essaye? Et je suis sûr que Michael va s'adapter. AT&T and global architecture firm Gensler enlisted Moment Factory's creative and technical teams to reimagine the AT&T Discovery District in downtown Dallas. This one-of-a-kind plaza was redesigned to reflect the mood and energy of the community, with dynamic media architecture that leverages art, light, sound, and technology. A 104-foot media wall towers as the focal point of the district, providing a high-definition canvas for a variety of cinematic experiences. Behind the scenes, a custom-made technology platform centralizes the content management system and show controls, and connects the media wall with the LED-lined trellis and interactive globe. This innovative network empowers AT&T to activate individual elements or synchronize the full orchestration of video, content, light, and music to transform the plaza into a fully immersive digital ecosystem. Evolving over a 24-hour period, high-impact and ambient visualizations offer moments of collective enjoyment, relaxation, and exploration. Through a partnership with Epic Games, our teams were able to unlock the potential of the Unreal video game engine, opening up endless narrative portals for discovery. Wind and solar data powers a rendering of a vibrant neighborhood that inspires onlookers to imagine how natural energy can be used to transform cities. By approaching data as a storytelling tool, we can create generative multimedia content based on real-time inputs, fusing physical and digital worlds together. Blurring the boundary between real and unreal, the facade shifts into moving blocks, morphs into a colossal digital statue, and voyages through space on currents of solar wind data, creating ever-evolving content. In the evenings, a digital dance performance takes over the square, with sequences that explore the complex relationship between humans and technology. Each journey gives a subtle nod to AT&T's history and future. One district, endless discovery. Michael, vous êtes là? Oui. C'était pas une sextape. Ça va. Est-ce que c'était la vidéo à laquelle vous aviez pensé ou pas? Non, mais c'est très bien. Écoutez, c'est une des dernières réalisations de Moment Factory à Dallas pour donc le AT&T Plaza. Donc c'est le siège de la compagnie de télécommunications AT&T. Effectivement, c'est une très belle réalisation qui montre aussi, qui illustre bien finalement aussi le travail de Moment Factory sur l'activation d'une place publique en plein centre-ville. Et ces activations numériques
qui vont permettre aussi de prendre le pouls, entre guillemets, de la ville grâce à des datas qui sont collectées sous différentes formes et qui vont générer un spectacle ou un contenu un peu différent chaque jour, chaque soir. C'est l'intelligence artificielle qui va créer finalement le contenu artistique. Donc c'est une très belle illustration des métiers de Moment Factory. Mickaël, on a vu dans ce qui est plus qu'une démo, c'est un exemple. J'entendais Frédéric Oliven tout à l'heure qui disait qu'il avait été bluffé par ce qu'il avait vu au Japon. On voit dans la vidéo un certain nombre de professionnels en train de développer et d'utiliser les datas dont vous parlez et de développer ces images qui sont assez extraordinaires. On est dans Blade Runner, là, nous y sommes, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on n'a pas encore ça chez nous. Enfin, c'est pas complètement, on n'y est pas encore en France et ça pose la question de la structuration d'un secteur et de l'urgence parce que si nous aussi on veut avoir des façades d'immeubles et des réclames qui ressemblent à Blade Runner et une ville plus ludique, une ville qui marie les technologies, qui marie les belles images, qui marie le graphisme, qui réinvente la publicité, qui est quand même un peu triste et qui est triste à un point tel qu'on a envie de la chasser des centres-villes aujourd'hui et des abords des villes. Il faut qu'on se dépêche pour créer un secteur un secteur de l'immersion avec des métiers, avec des filières qui soient en compétition avec ce que l'Amérique du Nord est en train de nous préparer et fabrique déjà. Et de ce point de vue-là, vous connaissez les deux côtés. Vous connaissez la France, vous connaissez le Canada. Où fait-il bon être employeur et où est le meilleur écosystème selon vous ? Alors effectivement, c'est ce qui m'a surpris finalement en rentrant dans le domaine de l'art numérique, notamment avec l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, ça a été une très belle réalisation donc de Culture Espace à Paris, un gros succès, parce que ça a permis de mettre aussi en valeur l'art numérique dans une ville, dans une capitale, Paris, qui est quand même très centrée sur les arts plastiques. Et donc finalement, les artistes numériques, les gens qui travaillent dans le domaine numérique, qui sont aussi des artistes, souffrent un peu parfois de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Et l'Atelier des Lumières a permis de mettre un peu leur métier, leurs compétences en valeur. Au-delà de ça, c'est vrai que Montréal est une capitale créative et ça s'explique par plusieurs finalement phénomènes. Il y a eu une volonté politique de la part du Québec, du gouvernement du Québec, d'investir dans ces industries. Donc il y a eu toutes sortes de dispositifs très tôt, dès les années 80-90, pour favoriser notamment l'investissement dans les industries créatives. Et quand je dis industrie créative, c'est ça qui est important, c'est toutes les industries, entre guillemets, culturelles, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, le multimédia. Il y a eu des investissements publics assez forts et aussi le Québec, de par son histoire, souhaite aussi créer une immigration et faire venir des talents du monde entier. Et donc Montréal est devenu une espèce de hub créatif, notamment en 1998 avec la création du quartier du multimédia, où là, la puissance publique a vraiment financé la rénovation et la réhabilitation de tout un quartier qui était sinistré, industriel à Montréal, et qui est devenu un hub créatif très important. Il y a le quartier des spectacles que vous devez certainement connaître aussi à Montréal et qui est aussi connu dans le monde entier pour toutes les productions, le nombre de productions de spectacles vivants. Et puis, il y a eu l'arrivée, grâce à des dispositifs aussi d'avantages certainement fiscaux, l'arrivée d'entreprises notamment comme Ubisoft qui s'est installée à Montréal, d'autres studios de création, et puis évidemment le Cirque du Soleil qui est un très gros employeur et réalisateur de contenu. Et là, je dirais que la force de Montréal, peut-être par rapport à la France, par rapport à Paris, c'est que tous ces domaines d'activité artistique sont décloisonnés. Et dans une petite ville finalement comme Montréal, qui est très grande, beaucoup plus grande que Paris, mais qui a quand même moins d'habitants que Paris, dans cette petite ville finalement, les artistes se retrouvent à discuter ensemble. Donc il y a un décloisonnement entre par exemple le monde du cinéma,
le monde de la musique, le multimédia. Les gens se retrouvent finalement sur un plateau ou sur des projets ensemble. Ça crée des compétences qui sont quand même assez uniques. Et moi, en arrivant chez, euh, chez Moment Factory, j'ai pu mesurer aussi le haut niveau de compétences des employés chez Moment Factory, leur jeune âge. Donc, c'est des gens qui sortent de l'université ou d'école, qui sont spécialisés dans le multimédia. Il y a un système de cégep aussi qui existe, donc c'est du post-universitaire. Donc, on a des formations qui sont vraiment dédiées au multimédia, peut-être beaucoup plus qu'en France. Donc en fait, vous avez ce mélange d'investissement public, ces compétences d'étudiants, d'écoles. C'est un écosystème qui a été favorisé grâce à l'arrivée de nombreuses entreprises, des studios de création, agences publicitaires. Vous avez un dispositif aussi, un organisme qui s'appelle la SODEC aussi, ici, qui est la Société de développement des entreprises culturelles, qui est une émanation du ministère de la Culture et de la Communication du Québec, qui est une agence de développement, vraiment qui va investir dans des projets créatifs, culturels. Michael. Donc je dirais que... Oui. On a compris. On a compris que vous avez l'écosystème et que le Canada est armé, ou en tout cas à Montréal, il y a ce creuset. Je voudrais vous faire réagir tous les deux sur à la fois ce que vous avez vu, sur l'enthousiasme d'un Français installé à Montréal dans les activités qui nous intéressent. Vous l'avez ça en France, vous qui êtes un manager de projet, qui êtes inséré dans ce secteur-là, sachant qu'en plus vous avez le secteur de la santé, donc c'est d'autres réglementations, c'est d'autres embûches. Ça vous fait réagir ? Alors oui, parce que bon, c'est vrai que le Canada est connu et reconnu pour ça, donc c'est pas une surprise. J'aurais même tendance à dire il n'y a pas de honte ou d'état d'âme à avoir aussi à s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs. Après, je pense que pour le coup, on a aussi des très très bonnes formations en France. Je pense que quand on a des projets qui font du sens, il n'y a pas spécialement de problématique de recrutement, parce qu'en fait, je pense que c'est notamment dans les jeunes collaborateurs, c'est aussi ce qu'ils cherchent, c'est travailler sur des problématiques qui ont du sens. Après, je trouve ce qui est aussi extrêmement intéressant dans ce que disait Michael, puis dans l'exemple, c'est la notion de la taille et de l'effet d'échelle. Et ça, je crois que c'est un des éléments fondamentaux. Nous, on a démarré HypnoVR, on est basé à Strasbourg, c'est le marché français, mais dès le début, on s'est dit on ne peut pas faire ça uniquement à l'échelle d'un pays. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. La technologie, c'est quand même aussi une dimension avec d'échelle extrêmement forte. Et ça se prépare en fait dès le début. Et très clairement, demain, peut-être qu'il faudra qu'on aille chercher des talents. On n'ira pas les piquer à Moment Factory, ça serait présomptueux de le dire, mais en tout cas, faire venir des gens du Québec. Le deuxième élément qui est extrêmement intéressant et dans lequel moi je crois beaucoup, c'est le fameux décloisonnement. C'est-à-dire que chez HypnoVR, on a des artistes 3D, des développeurs, on travaille aussi avec des compositeurs, avec des voix qui font du doublage, parce qu'on est présent dans 7 langues différentes. Et finalement, se faire rencontrer les gens, c'est vrai que c'est extrêmement riche. Alors peut-être qu'on a moins les lieux pour le faire ou les occasions pour le faire, mais en même temps, il faut les provoquer aussi. Et c'est aussi, je pense, un peu le job des entrepreneurs de le faire. Frédéric Oliven, avant qu'on entende Laurence Bagot, qui est coprésidente de la Fédération des concepteurs d'exposition, une fédération qui s'appelle XPO, moi, je suis très intéressé à la fois par deux mots, décloisonnement, et puis structuration de la filière, volonté politique. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit on a des gens qui passent d'un statut à l'autre, on a plein de métiers. Aujourd'hui, une carrière professionnelle, on peut la faire d'abord comme permanent, ensuite comme pigiste, ensuite on se met à son
son compte, on est auto-entrepreneur. Vous avez un point de vue imprenable sur les avantages que le système social peut procurer à des créateurs qui parfois partent en Amérique du Nord en se disant c'est l'Eldorado et ils peuvent être déçus. Nous, on a cet avantage comparatif en France et c'est important de le dire. Mais au-delà de ça, quand vous venez, vous, à Metz, que vous participez au KIF, vous vous dites, je suis un des grands acteurs de l'assurance, j'ai ce point de vue imprenable sur les médias, sur la culture, sur le journalisme aussi, sur ces médias de transmission, sur ces activités de transmission. Vous vous dites, on a un rôle absolument pour structurer et on ne veut pas avoir de complexe par rapport à ces Canadiens-là qui nous en mettent plein la vue. Bon, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire et puis un peu de pression. Bon, je ne sais pas si j'ai un point de vue imprenable. J'ai un point de vue en tout cas. D'abord, ce que je ressens, c'est qu'il y a en France la même énergie créative et d'entreprise que dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui, autour de la rencontre entre la technologie, la création, la culture, les médias, qui sont un petit peu ce qui a été évoqué depuis le début de la journée, et qui est plus large d'ailleurs que le seul sujet de l'immersif. Donc il y a cette énergie de créateurs et d'entrepreneurs en France, parfois c'est d'ailleurs la même chose, souvent même de plus en plus, et elle est incroyable dans le pays. Donc de ce point de vue-là, oui, je suis sûr qu'on n'a rien à envier aux Canadiens ou à d'autres. Ensuite, on sait qu'on est dans un pays où il y a historiquement un fort soutien public à la culture et aux médias d'ailleurs. Et on a encore vu durant la crise de la Covid une mobilisation de l'argent public considérable qui a fait le job de façon absolument massive pour préserver les entreprises de ces secteurs. Et nous, chez Audience, on le mesure à travers la santé des entreprises qu'on assure et tout simplement leur capacité à payer leurs cotisations. Donc, si après j'essaie de me placer du point de vue de la concurrence internationale, c'est vrai qu'en France, il y a une protection sociale. En fait, peut-être ce qu'il faut dire au départ, et sans vouloir contredire mon voisin de droite, il y a quand même aujourd'hui un enjeu majeur sur le recrutement des compétences et des talents. Et ce n'est pas seulement vrai d'ailleurs pour les compétences liées aux nouvelles technologies. C'est vrai à l'heure actuelle dans le pays, dans beaucoup de domaines d'activité. Les entreprises ont vraiment du mal à recruter et il y a une pression très forte et une tension très forte sur l'emploi autour de certaines compétences, qu'elles soient commerciales ou artistiques ou technologiques. Et de ce point de vue-là, moi en tout cas, tout ce que j'ai comme échange avec les entreprises et notamment les DRH, c'est que un bon package de protection sociale pour un salarié ou même pour un indépendant, si l'entreprise y contribue, c'est assez important, c'est même stratégique aujourd'hui et ça l'est plus que jamais dans cette capacité d'attraction des compétences et des talents. Là, de ce point de vue-là, si je veux revenir un instant à Audience, on a ce groupe que j'ai rejoint il y a pas très longtemps, a joué un rôle très, très important dans le secteur de la culture et des médias, puisque les différentes branches filières se sont rassemblées chez Audience. Elles ont décidé communément de se rassembler. Elles peuvent être souvent concurrentes les unes des autres, les entreprises peuvent être concurrentes les unes des autres, les filières peuvent parfois se concurrencer les unes les autres, notamment quand elles ont besoin de l'aide de l'État, le gâteau n'étant pas extensible à l'infini. Là, chez Audience, elles ont unifié leurs besoins de protection sociale parce que c'est vrai que couvrir des risques en termes de santé, de prévoyance notamment, ça nécessite d'avoir une structure assez grosse. Vous dites qu'on est un gros acteur de l'assurance. En fait, on est un petit acteur par rapport à l'assurance en général. C'est vrai qu'on est un gros acteur dans la culture et les médias parce que le groupe Audience collecte, bon an, mal an, un peu moins de 2 milliards d'euros par an, qui sont ensuite redistribués à l'ensemble. Vous connaissez tous les acteurs de la culture, vous les connaissez en fait, à peu près tous. On en a beaucoup, parce qu'historiquement, il faut savoir, ce n'est pas nos copains, ce sont nos clients, donc on est à leur service. Par ailleurs, il se trouve que moi, j'ai plein de copains là-dedans, mais c'est encore autre chose. Et puis c'est des profils et des talents que j'apprécie et des entrepreneurs que j'admire et que j'aime servir. Mais on a toutes sortes de boîtes.
c'est ça qui est intéressant chez Audience et qui me fait penser qu'on a toute notre place pour rendre ces services au secteur de l'immersif et à cette filière que le KIF veut contribuer à structurer. Comme Audience a réussi à être au service de ces filières qui sont aujourd'hui très structurées, en aidant aussi bien les permanents que les indépendants, notamment les intermittents et les pigistes. Donc on aura, je crois, ce rôle à jouer pour l'immersif et des solutions à apporter aux entrepreneurs. Mais chez Audience, il y a aussi bien des gros du secteur, des très grandes boîtes, même la plus grosse du secteur qui est dans l'audiovisuel France Télévisions, et des toutes petites structures de 2-3 salariés. Des boîtes publiques, je viens de le dire, alors pas les établissements publics administratifs, donc peu ou pas les musées, qui sont très souvent des établissements publics administratifs. Mais on a beaucoup d'établissements publics industriels et commerciaux, l'Opéra de Paris ou la Comédie Française. Et puis on a des boîtes très privées, très liées à des enjeux de profitabilité, le groupe M6 par exemple, ou dans un domaine qui est très proche de celui dont on vient de se parler, une entreprise géniale qui est une star mondiale qui s'appelle Illumination MacGuff, qui appartient à des Américains, mais qui crée des grands dessins animés comme L'Âge de glace ou des propriétés comme ça. Et ils sont chez Audience et ils ont fédéré leurs enjeux de protection sociale complémentaires. On n'est pas la sécurité sociale, on n'est pas le socle. On est le complément pour la retraite et la santé et la prévoyance pour les salariés et les indépendants de ces secteurs-là. Et ils se sont fédérés chez Audience. Donc pourquoi nous, Audience, quand un soir, Alexandre me raconte avec sa passion et me bluffe par la façon... Alexandre Michelin, le porteur de ce projet, avec son équipe du KIF qui voit le jour aujourd'hui, il me raconte il y a 1 an, on prenait un pot, il me pitch Moi, j'étais déjà totalement fasciné par ces expériences immersives. Je vous racontais TeamLab il y a 2 ans, l'Atelier des Lumières. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement le lieu où il faut qu'Audience soit présent pour faire passer ce message aux entrepreneurs et aux talents de ce secteur que Audience est un potentiel partenaire pour eux. Et moi, en tant que patron d'Audience, j'ai besoin aussi que les entreprises, je le dis de la façon la plus claire, que les entreprises de ce secteur choisissent Audience dans un jeu concurrentiel. Il ne s'agit pas d'autre chose. Si on est les meilleurs dans les propositions qu'on peut faire, pour continuer à solidifier cette protection sociale. Et ça, c'est un grand atout au niveau international et au niveau national. Donc, je reboucle sur votre question de départ. Oui, il y a une vraie force aujourd'hui dans la guerre des talents, à avoir la possibilité de proposer à des talents et des compétences, qu'il y a aussi, encore une fois, des techniciens, et c'est très très important, de proposer aussi un socle de protection sociale convaincant, parce que c'est un facteur d'attractivité qui est devenu central.